Eh ben, écoute Dom, si on commençait simplement ce rendez-vous comme ça, en toute simplicité, en toute humilité, comme on en a l'habitude de faire. Donc, je suis vraiment très heureux Dom de te recevoir sur cet épisode du podcast. J'ai surtout hâte, de te présenter à la communauté, du podcast Puissance Mentale parce que, si comme ça, si je m'autorisais à parler de toi, simplement, tu vois? Je dirais, s'il y avait un mot comme ça qui ressortait tu me disais: «Tiens, Dom, comment tu pourrais le résumer en un mot?» Alors, ce serait compliqué parce qu'il y en a tellement qui me viennent en tête, mais ça serait le mot résilience. Résilience parce qu'effectivement, on va voir ensemble, ce matin, à quel point, la vie t'a mis face à des épreuves, à des expériences et c'est ça, moi, qui m'intéresse, qu'on évoque ensemble. Non pas, qu'on tombe dans du dramatique parce que ça, c'est pas du tout l'objet du podcast et c'est pas du tout non plus, l'objet de la puissance mentale aussi, mais c'est surtout voir comment face à des situations où, de prime abord, comme ça, on pourrait se dire: «Mais la vie s'arrête, tout s'arrête». Mais comment on fait pour continuer à aller de l'avant? Comment on fait pour retrouver du sens? Comment on fait pour, justement, renforcer cette résilience que tu as pu, vraiment, augmenter au fil des ans? Hem, enfin bref, je pourrais en parler pendant des heures, mais déjà, bienvenue Dom. Merci. Je suis très heureux d'être là et de partager ce moment-là avec toutes les personnes qui vont écouter, ce podcast et évidemment avec toi, bien entendu. Heu et voilà, on va essayer de oui, comme tu le dis, de ne pas tomber dans le pathos ou quoi que ce soit parce que c'est pas l'objet et puis en plus, il n'y a jamais rien de pathos, c'est que des enseignements de toute façon donc voilà, donc il faut prendre les choses, comme elles viennent. C'est ça, moi, qui m'inspire chez toi, Dom, avant que je te propose de te présenter en quelques mots. Moi, ce qui m'a toujours fasciné, c'est à quel point, justement, tu t'es relevé de certaines expériences et à un moment donné, on avait parlé ensemble en disant: «Mais tu sais, Dom, tu te rends peut-être pas compte à quel point tu peux inspirer des centaines et des milliers de personnes» et là, en toute humilité, j'ai bien vu, en tout cas, que non, tu en avais pas forcément conscience. Alors, justement, hein, on est là aussi pour, je pense que tu vas avoir pas mal de retours sur ce podcast donc, mon cher Dom, comme ça, si tu pouvais te présenter simplement, qu'est-ce que tu dirais, de toi? Qu'est-ce que je peux dire si je devais me présenter rapidement, je dirais que je suis quelqu'un qui a eu l'opportunité de vivre déjà plein de vies, déjà d'une. Bon, j'ai déjà, un âge, certain, on va dire, hein, j'ai quand même 54 ans et que du coup, moi je suis, oui, quelqu'un qui a eu l'opportunité de vivre plein de vies et qui a eu surtout l'opportunité d'apprendre et je pense que, tu vois, au-delà, tu disais, que le mot qui te venait, c'était résilience. Moi, j'ai l'impression que je suis un élève permanent plutôt que quelqu'un de résilient. C'est-à-dire que quand tu as des situations qui te préoccupent dans la vie, tu as en général, heu, des fois pas le choix et sur le moment, faut la subir, la situation, mais une fois que tu l'as subie, tu as quand même le choix de faire 2 choses. Soit qu'est-ce que j'en apprends? Qu'est-ce que je peux en tirer et comment je fonctionne avec? Parce que c'est une question de fonctionnement après, très basique ou alors, comment je me laisse absorber par cette situation et attention, je ne dis pas que je ne me suis jamais laissé absorber par une situation. Si je suis là aujourd'hui, c'est justement parce que j'ai eu l'opportunité de rencontrer aussi des gens qui m'ont ouvert l'esprit, qui m'ont enseigné des choses et qui m'ont appris à justement à mieux, profiter de ce Mmh. que la vie m'avait offert. C'est intéressant déjà, Dom, dans ce que tu partages, parce que tu donnes les mots subir, tu donnes les mots opportunité, tu mets les mots apprentissage. Hem, Parce que, concrètement, hein, puis tu m'as autorisé aussi, à en parler, mais voilà, tu as vécu le deuil d'un enfant, tu as perdu ton frère jumeau, tu as été confronté à quelques maladies aussi. Enfin, à quel quand il t'est arrivé, comme ça, des épreuves, hem, de prime abord, comment tu as parce que, OK, la première re grosse épreuve, je pense qu'on déjà on se prend un bon uppercut, mais quand il t'en arrive une deuxième, une troisième, une quatrième, XXX, encore dernièrement là, on en parlera aussi, où tu avais perdu la vue complètement, mais à un moment, enfin, moi ce qui m'intéresse de savoir, c'est comment tu réagis en fait sur le coup et après comment ça évolue, quoi? Je vais dire là aussi,
finalement, au début, je ne savais pas que c'était ça la vie. En fait, quand on est jeune, plein d'illusions, etc., d'abord, quand on est jeune, on croit qu'on est éternel et on croit que les gens autour de nous sont éternels. Mmh. Et finalement, la première fois, on se dit, ah, bah, tiens, non, finalement, les gens sont mortels. Et il y a un phénomène d'égoïsme, en fait, quand tu perds quelqu'un. Parce qu'en fait, quand tu perds quelqu'un, si tu regardes froidement la situation, qui est-ce qui vit une situation terrible? C'est la personne qui est disparue, c'est pas toi. Mmh. Toi, Mmh. tu commences à apprivoiser des choses comme l'absence, la peur de la rupture du lien. Il y a un truc très, très euh, bizarre avec la mémoire, tu vois, c'est que plus le temps passe, plus tu te dis, ah, je ne me souviens plus du son de la voix de la personne. Mmh. Je ne me souviens plus de certaines choses. Et c'est là où tu te dis, euh, comment je fais pour justement continuer avec ces manques. En fait, parce que c'est une série de manques. Et en fait, bah, c'est le fait de te dire aussi, de comprendre à un moment donné que la mortalité de l'autre te ramène aussi à ta propre mortalité. Et en fait, quand on perd quelqu'un, certes, on a la douleur du manque, etc., mais on a aussi ce petit rappel qui vient te dire, oh, attention, ça t'arrivera un jour, c'est certain, puisque la mort, c'est aussi certain que les taxes et les impôts, quoi. Mmh. Ouais, excellent. Et justement, quand, là, on va partir sur quelque chose qui est, voilà, ce qui t'est arrivé quand, tu m'avais dit une fois quand, ton frère avait eu, cet accident-là, c'est un accident, c'est ça qu'il a eu? En moto, Ouais, oui. en auto, ouais. Toi, tu étais à des centaines de milliers de kilomètres et parce que c'était un frère jumeau, et c'est ça, parfois, on parle de connexion. On parle de connexion humaine, on a du mal à le définir, on a du mal à le comprendre aussi. Mais et là, toi, tu m'as dit: «Mais à ce moment-là, moi, je l'ai ressenti physiquement». Que Oui, tu peux nous en parler? Enfin, si tu as envie, hein, c'est vraiment, complètement, c'était assez incroyable d'avoir cette sensation physique de douleur qui tout de suite te met en connexion avec l'autre et qui tout de suite te fait comprendre que c'est grave aussi. Et, euh, et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est un petit peu aussi, tu vois, je parlais des manques, bah, ça aussi, c'est des manques. Aujourd'hui, je ressens le mot ressentir est peut-être un peu limitatif, mais je ne ressens plus rien, tu vois, et ça me manque aussi. Et oui, voilà, c'est incroyable d'avoir cette connexion avec quelqu'un, de... et puis de se dire qu'après, on n'est qu'à moitié complet, quoi. mmh. Parce qu'au moment où il se passe, cet accident, là, toi, tu le ressens physiquement. C'est-à-dire Ouais, que dans ton corps, tu ressens, donc après tu dis: «Il s'est passé quelque chose», quoi. c'est ça, C'est ça? exactement. Et automatiquement, je sais qui ça concerne, parce que Ah. j'ai jamais eu cette connexion. J'ai eu des connexions fortes avec des gens, mais jamais à ce point-là, quoi. Tout de suite, je savais que c'était lui que ça concernait et que voilà, il fallait que je prenne des nouvelles. Mmh. Et c'est intéressant, tu vois, on va rebondir sur ça, parce que comme on l'apprend dans l'académie de puissance mentale, hein, c'est, au-delà des techniques pour accompagner des personnes, parce que toi aussi, aujourd'hui, tu es dans l'accompagnement, de personnes, heu, au-delà des techniques, des stratégies, des outils, il y a vraiment, l'apprentissage aussi de de ce ressenti de connexion, quand on se connecte à quelqu'un. Et c'est vrai que toi, là, quand on parlait quand on évoquait le fait que tu avais perdu ton frère et que tu avais ressenti quelque chose, pourtant tu étais à des centaines de milliers de kilomètres de lui. Hem, Aujourd'hui, cette connexion-là, comment tu la vis toi, quand tu accompagnes des gens? Est-ce que il y a quelque chose une sorte d'intuition? Est-ce que ça t'aide? Est-ce qu'au contraire tu la coupes? Comment tu fais pour, Alors, moi, oui, effectivement, aujourd'hui, quand j'accompagne quelqu'un, c'est peut-être la première chose que je vais chercher justement à me connecter à l'autre. Et surtout pas à couper cette connexion, parce que parfois, ça peut être hyper intense, mais pourquoi c'est important de se connecter à l'autre? Ben, c'est justement parce que ça permet aussi de savoir si on est la bonne personne faite pour accompagner l'autre, en fait. mmh, C'est savoir euh, si on est
en capacité d'aller au-delà et avec l'émotion. En fait, jusqu'à présent, moi, j'avais rencontré dans ma vie des accompagnements par des soignants, parce que forcément, quand tu vis des traumas, tu te fais accompagner par des soignants. Donc, j'ai fait des psychothérapies, voilà. Et je suis parfois tombé sur des gens, somme toute très sympathiques, hein. À partir du moment où la séance était terminée, ça redevenait des êtres humains, des êtres capables de ressentir des émotions. Mais pendant l'accompagnement, j'avais des un, un, un. Et ça m'a toujours troublé. Et comme j'ai été très vite dans la relation d'aide grâce à ma connexion avec l'accompagnement des personnes atteintes du sida, tout de suite, je me suis rendu compte que ce qui était important, c'était justement la connexion à leurs émotions, en sachant aussi s'observer, c'est-à-dire que c'est qu'est-ce qu'elle provoque chez moi, l'émotion, et en étant complètement transparent et congruent avec la personne, c'est-à-dire lui dire, être en capacité de dire à la personne, ce que tu me dis à ce moment-là me touche beaucoup. Et je tenais à te le dire parce que ça peut peut-être avoir une influence sur la façon dont on va continuer l'entretien ensemble ou on va continuer l'accompagnement. Mais pour moi, c'est hyper important d'être connecté à l'autre. C'est même peut-être, j'allais dire, la clé d'un bon accompagnement, je pense. Oui, donc là, c'est vrai que là, il y a peut-être des personnes qui sont dans l'accompagnement et qui nous écoutent. Il y a peut-être aussi des gens qui sont absolument pas dans l'accompagnement et donc, mais par contre, qui sont en relation, évidemment, avec des gens. Et c'est vrai que ce qui est important dans ce que tu dis, c'est que, comme ce soignant là qui disait là, genre oui, il acquiesçait, mais un peu comme s'il était coupé de ses émotions, coupé de tous ses ressentis. L'idée, c'est vraiment aussi d'être pleinement avec la personne, de, quand on dit pleinement avec la personne, c'est de l'observer et aussi de s'observer soi, sans non plus être dans, la différence entre l'empathie et la sympathie. La sympathie où c'est on va vraiment pleurer avec la personne, alors que l'empathie, c'est on comprend la personne dans ce qu'elle peut vivre. Là, toi, par exemple, le soignant dont tu parlais, il n'était pas du tout dans l'empathie ni dans la sympathie, il était vraiment dans la dans la déconnexion, j'ai l'impression, c'est ça? Ben, en fait, si tu veux, et c'est ce que j'ai remarqué aussi pour être intervenu en fac de médecine, etc., auprès des étudiants infirmiers, évidemment que ce sont des gens formidables et Mmh. qui choisissent un métier par vocation, etc. Mais très, très vite, on leur dit symptômes égale médicament. On leur dit Mmh. pas symptômes, peut-être regarder la cause et avoir une approche globale de la personne. Parce qu'en fait, quelqu'un qui vient nous voir, et on le sait, ou même tout simplement, on croise un ami et puis on commence à discuter avec lui, tiens, comment tu vas aujourd'hui? Je vais bien, bah tiens, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Oh, bah il y a ça, ça, ça. Et en fait, derrière le il y a ça, 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 il y a souvent autre chose Mmh. derrière, même y compris dans les joies qu'il a à nous partager. Parfois, on passe à côté de grandes joies vécues Mmh. par quelqu'un parce qu'on est juste en surface, à écouter l'autre en surface. Alors que bah, si on se connecte à l'autre et qu'on est totalement aussi dans une posture de non-jugement, c'est-à-dire que les grandes joies de quelqu'un vont peut-être nous paraître dérisoires à nous, mais si c'est ces grandes joies, il faut les partager avec l'autre. Si Mmh. c'est les petites peines, moi, tu vois, tu parlais de résilience. Moi, je suis incroyablement émerveillé de la façon dont les gens surmontent les petits problèmes de la vie. Et c'est pas péjoratif quand j'appelle ça petits problèmes de la vie. Ça m'émerveille parce que faut beaucoup de courage quand même. Il faut beaucoup de courage pour simplement dire un non à un enfant parce qu'on n'a pas assez de sous pour acheter son jouet, ou pour simplement dire non. C'est aussi bah, dans le sens du renoncement, c'est aussi quelque chose qui demande beaucoup de courage. Et ça c'est aussi de la vraie résilience. Mmh. Super inspirant ce que tu nous partages, Dom, parce que moi, ce qui me fascine toujours chez toi, c'est que tu as vécu vraiment des situations, enfin, perdre un enfant pour moi, c'est ça peut voilà, je vais pas dire qu'il y a pas pire, mais justement, c'est ça qui m'intéresse, c'est que tu es pas dans la comparaison. Tu es pas là en train de dire: «Moi, j'ai vécu ça. Moi, j'ai perdu un gamin. Moi, j'ai perdu mon frère. Moi, j'ai perdu mes parents. Moi, j'ai eu des maladies, donc c'est pas parce qu'une personne stresse que c'est bon, c'est rien». Non, tu es en train de nous dire là et c'est ça qui est important, c'est-à-dire que les gens qui nous écoutent aujourd'hui, quel que soit peu importe ce que vous avez vécu, eh bien, c'est d'être dans cette connexion avec l'autre en se disant:
bah, peut-être que pour vous, oui, il y a peut-être ça pourrait être moins dramatique que vous, mais en tout cas, ce que vit la personne, eh bien, si elle le vit, c'est qu'elle a ses raisons de vivre ça. Et, heu et c'est vrai que ces petits, comme tu dis, ces petits problèmes de la vie, parfois on se dit: «Ah, c'est pas grave, c'est pas grave». Eh bien, juste de les vivre, de se connecter à ça. Parce que là, depuis le début de l'entretien, on est beaucoup sur la connexion, parce qu'au départ, on est parti sur la connexion entre toi et ton frère. Mais ce que je veux amener aussi, c'est que ce que l'on ne voit pas et que parfois on ne comprend pas forcément est quand même pleinement présent. Et cette connexion, c'est comme quand on va rencontrer quelqu'un dans la rue, on ne le connaît pas et tout de suite, il va se passer un super truc avec la personne. Inversement, on ne sait pas pourquoi, mais cette personne-là, on va pas «la sentir» entre guillemets et ça va être très difficile et on peut même pas l'expliquer. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de se rendre compte, d'aller apprivoiser cette connexion, cette intuition, ce sentiment et et ce que j'aime beaucoup dans ce que tu partages, Dom, c'est quand tu me parles que tu es aussi émerveillé par rapport aux gens qui ont des petits problèmes de la vie. Hem, c'est que toi, ta plus grande force, en fait, de moi, ce que j'en ai vu en tout cas et c'est ce sur quoi tu parles beaucoup aussi, c'est le fameux amour inconditionnel. Hem, tu peux nous en parler un peu, toi, ta façon de voir tout ça, ce qui devient bon, on a voilà, on n'a pas 5 heures devant nous parce que je sais que Dom, lui, déjà, il y a un grand sourire là pour ceux qui voudront voir la vidéo aussi accessible sur YouTube. Mais voilà, si pour toi, l'amour inconditionnel, ça c'est quoi et ça sert à quoi, en fait? Bah déjà, tu vois, je vais rebondir sur ce que tu as évoqué tout à l'heure, sur la connexion quand on sent quelqu'un, quand on ne le sent pas du tout, Ouais. avec deux exemples. L'exemple d'une personne qui m'a senti tout de suite et d'une personne qui ne m'a pas senti tout de suite. Un jour, donc, dans mon petit village, il y a un petit commerce pour les militaires, parce qu'il y a un camp militaire là où j'habite. Et je suis rentré dans cette boutique pour faire un achat. Et je croise, il y avait un monsieur en uniforme qui était là et qui faisait ses achats. Il me regarde un moment, mais avec le regard du militaire, tu sais, pas le regard, attends, tout de suite, on est des potes. Donc il me regarde une fois, deux fois, puis voilà, puis il sort. Moi, je fais mon petit achat et je sors, et il était dehors. Et une fois qu'il a été dehors, la première chose qu'il m'a dit, c'est: est-ce que vous accepteriez de me prendre dans vos bras? Mmh. Quelqu'un que j'avais jamais vu de ma vie, hein, et je lui dis oui. Et je le prends dans mes bras, il se met à pleurer et il me dit: je ne sais pas pourquoi, mais voilà, j'avais besoin de ça et je savais qu'avec vous, c'était possible. Mmh. Voilà. Bon, après, il se trouve que c'est quelqu'un effectivement que j'ai eu en accompagnement, mais tu vois, on ne se connaissait pas du tout et ça s'est connecté comme ça. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il a été en capacité justement d'observer ce que lui vivait à ce moment-là, d'écouter son besoin et d'aller jusqu'à le formuler. Et du coup, c'était chouette. Et un autre exemple, donc, Alors, si tu me permets quand même, Dom, de faire juste une petite pause par rapport à ce que tu viens d'évoquer. C'est que pour les gens qui ne te connaissent pas, quand on te voit, tu inspires confiance, tu es un amour de gars, quoi. Enfin, on te voit, on a envie effectivement de te serrer dans les bras. On sait qu'avec toi, on va passer un bon moment, ça va être cool. Enfin voilà, c'est ce que tu dégages aussi donc et ce qui est intéressant, c'est que pourtant ce militaire qui a certainement, vu des situations, vraiment particulières, s'est en tout cas autorisé à venir, te l'exprimer c'est et ça. toi, bah, forcément, tu t'es connecté à cette personne et du coup, vous avez passé un moment sympa. C'est vrai que peut-être pour les gens qui nous écoutent, se dire: «Mais attends, c'est à des années-lumière de ce que je peux vivre en ce moment». Mais juste si vous me permettez, mais moi, quand j'étais policier, je pensais justement que je devais être froid, je devais être, impassible à toutes les émotions. Oui, dans certaines situations. Mais ce qui fait la force d'une personne, c'est aussi de reconnaître sa sensibilité, de reconnaître ses fragilités, de reconnaître aussi que l'amour de soi, l'amour des autres permet aussi de se grandir et de vivre des choses vraiment incroyables, quoi. Mais Donc, c'est ça l'amour inconditionnel. Et l'amour inconditionnel aussi, c'est d'être en capacité, comme l'a fait l'autre personne dont j'ai parlé. Un jour, j'arrive dans une réunion assez formelle avec des gens de l'Agence régionale de santé, etc. Tout ça. Et puis, on commence à discuter. Et puis, je commence à avoir une espèce de joute verbale, tu sais, dans le style c'est moi qui ai raison, non, c'est toi qui as tort, etc. Enfin, voilà, toujours comme ça, parce que je reste un être humain et quand j'ai une idée à défendre, je la défends jusqu'au bout. Et du coup, je sors de la réunion et la personne, une jeune femme, s'approche de moi et d'emblée, me dit
j'ai rarement rencontré quelqu'un d'aussi con que. Et sur le coup, je me suis dit, oh, bah, attends, dans ma tête, tout ça, j'avais envie de lui répondre, en fait, qu'elle est, bah non, écoute, ma chérie, mais tes arguments, ils n'étaient pas bons, les miens, ils étaient meilleurs, je t'ai déstabilisé, c'est ça. Puis je la regarde et je lui dis, merci beaucoup, je vais réfléchir là-dessus. Et je m'en vais. Et on s'est retrouvé à une autre réunion. Et elle a commencé la réunion en disant, je vais d'abord demander à Monsieur Descharles, euh, est-ce que vous avez réfléchi? Excellent. C'était super intéressant parce que effectivement, j'aurais pu continuer la joute, mais moi, ce qui m'a intéressé, c'est de me dire bah, qu'est-ce qui est blessé là au moment où elle me parle. C'est tout Mmh. simplement une petite histoire d'ego. Et si je me débarrasse de l'ego, bah, peut-être que je peux réfléchir aussi à la façon dont j'ai communiqué avec elle. Et d'ailleurs, la deuxième réunion s'est beaucoup mieux passée parce que je l'ai plus interpellée sur pourquoi elle a amené cet argument, qu'est-ce qui l'avait amené à proposer cet argument, etc. C'est aussi comment on est perturbé. L'amour inconditionnel, c'est principalement accepter que bah, notre ego, il est important, il ne faut pas le négliger. Mmh. C'est une petite voix qui est là, qui nous rappelle qui on est, etc. Mais c'est juste une petite voix, c'est pas ce qui conditionne qui on est. Et du coup, Mmh. s'interroger sur comment on réagit face à notre ego. Et c'est, en fait, savoir s'observer, c'est la clé de plein de choses. Mmh. C'est vrai qu'on l'apprend beaucoup, hein, dans l'académie de puissance mentale, c'est déjà les fondements. C'est, avant de vouloir, aller vers quelque chose, aller vers un objectif, aller vers, une intention, c'est déjà où est-ce que tu en es, là? Qu'est-ce que tu vis en ce moment? Et c'est intéressant ce que tu dis parce que vraiment, là, tu as pas cherché à sur la fin de cet, entretien avec la personne, tu as pas cherché à montrer que tu avais raison ou à montrer qu'elle avait tort, tu as cherché à la comprendre et c'est ça aussi une des clés de la communication. C'est pas, «Je vais te montrer que j'ai raison», c'est pas: «OK, parle et après je vais t'envoyer mes arguments», c'est: «OK, essayer de comprendre la personne, essayer de comprendre ce qu'elle vit». Savoir aussi et c'est ça qui était intéressant aussi par rapport, à ce que tu viens de dire, c'est quel apprentissage aussi je vais pouvoir tirer de ce qu'elle, elle vient de dire? Parce qu'elle avait certainement ses raisons aussi de dire ça. Exactement. Et c'est dans même le truc tout bête, hein, c'est aujourd'hui, je pense, tu vois, tu disais tout à l'heure que je suis quelqu'un qui inspire confiance et qu'on a envie. Mais je pense que ce qui fait ma force aujourd'hui, c'est que quand je communique et même à partir du moment où je dis bonjour à quelqu'un, la façon dont la personne va me répondre m'intéresse plus que ce qu'elle va me dire en fait. Euh, Mmh. J'en discutais l'autre jour avec un des master coachs de l'académie qui disait bah oui, en fait, le non-verbal est hyper important. Et oui, c'est hyper important parce que euh, on le voit, on peut très vite, quand tu demandes, quand tu dis à la caissière, excusez-moi, il me semble que vous avez oublié le petit autocollant de réduction, etc. Mmh. Ou qu'elle ne répond pas, mais qu'elle prend le paquet et qu'elle fait. On sent qu'elle a déjà eu une dure journée et peut-être que Mmh. tout simplement l'accompagner avec un peu d'humour en disant oh là là, oui, ces autocollants sont difficiles à décoller, est-ce que vous voulez que je le fasse? Enfin voilà, lui montrer on apporte de la considération. Voilà, le deuxième mot qui me vient après Mmh. l'amour inconditionnel, et je pense que c'est une des clés de l'amour inconditionnel, c'est apporter de la considération dans toutes nos communications. Mmh. Et c'est fou à quel point justement quand on donne de la considération aux autres, en fait, on s'en donne aussi énormément. C'est, Exactement. et comme quand on est, entre guillemets, négatif avec quelqu'un, quand on peut être, vraiment, cynique avec quelqu'un, en fait, on est cynique avec soi-même. On se fait du mal à soi-même et donc là, tout l'intérêt, c'est dans ces échanges là d'amour inconditionnel, c'est: «OK, je te partage la je te considère comme tu es, je te comprends comme tu es» et ça permet aussi une connexion. Bien sûr, il y a des moments, c'est plus facile que d'autres. Hem, Et puis, il ne faut pas confondre, tu vois, je parlais de non-jugement, mais particulièrement de posture de non-jugement. C'est-à-dire que forcément, en tant qu'être humain, on est jugeant. Forcément. À un moment donné, même si on s'appelle Bouddha, même si on a des années d'exercice de méditation, à un moment, il y a un petit truc qui va nous dire, voilà, que ce soit dans le positif ou dans le négatif d'ailleurs, parce qu'on est jugeant aussi positivement, et du coup, c'est intéressant de le voir. Mais la posture de non-jugement, c'est simplement se dire, OK, j'accepte le fait que ce que la personne me dit, bah, je vais peut-être le juger,
mais je vais rester dans une posture de non-jugement pour lui permettre justement d'avoir l'espace pour expliquer ce qu'elle entend. Parce que si tu savais lors d'entretiens que j'ai pu avoir au sein de Aide, parfois on a des entretiens autour de la vie des gens et de la vie très intime des gens. Et quand tu as quelqu'un en face de toi qui te dit, bah voilà, moi mon rêve c'est de violer, et Ouais, là, forcément, tu as un petit jugement quand même. forcément. Tu te dis oh, bon, oh, bah, c'est pas très bien sympathique, monsieur, Ouais, madame. Mais du coup, quand tu simplement tu autorises la personne à dire ok, mais c'est pourquoi, qu'est-ce qui t'amène à me dire ça et pourquoi tu partages ça avec moi mmh, maintenant, sachant tout ce que ça peut impliquer, parce qu'évidemment, on est tenu de signaler aux autorités mmh, ce genre de choses. Et avoir l'espace pour que la personne puisse s'exprimer, ben, c'est incroyable parce que ça peut dégager aussi, évidemment, que c'est souvent une parole de provoque. Euh, mmh. j'ai- je n'ai jamais, au cours de ma carrière, rencontré quelqu'un qui disait ça en disant Avec une réelle intention derrière, quoi, ouais. non, mais qui Mmh, disait ça parce que c'était sa façon d'exprimer sa colère envers la société, envers le fait qu'il il ou elle était malade, etc. Tout ça. Mais c'est avoir cette posture de non-jugement dans nos communications qui nous permet de donner l'espace à l'autre et de se donner de l'espace aussi. Parce qu'à mmh. partir du moment où on est conscient que on est jugeant, mais qu'on peut avoir une posture de non-jugement, ça c'est pas être schizophrène, hein, c'est la même personne, mais ça permet aussi de se libérer du fait que ah, ben, je dois être non-jugeant absolument. Mais non, pas absolument. Tu restes un être humain, mais tu donnes de l'espace. Très important ce que tu dis Dom et pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, c'est que moi je vois tellement sur les réseaux des gens qui me disent: «Mais Geoffrey, j'aimerais, être toujours positif mais j'y arrive pas. J'aimerais être dans le non-jugement tout le temps mais j'y arrive pas». Mais c'est normal. C'est comme quelqu'un qui voudrait que ce soit toujours l'été, qu'il fasse toujours jour, que, voilà. Ça s'appelle l'équilibre et après on va arriver sur l'équilibre justement mais dites-vous une chose, c'est que ce que Dom vient de nous partager, hem, c'est fondamental. Le but, c'est pas de ne jamais être dans le jugement, mais le but, c'est quand on est dans le jugement, de revenir comme on peut, à notre rythme, à notre façon en tout cas, dans cette posture du non-jugement parce que justement, la posture de jugement nous fait déjà mal à nous-mêmes et après peut aussi faire du mal aux autres. Parce que dans ce jugement-là, c'est un effet miroir. C'est déjà, on se juge par rapport à soi-même. Donc c'est vrai que un peu les dogmes du développement personnel, on dit, puis quand on lit les citations à longueur de journée et puis j'ai aussi ma part de responsabilité. Je partage aussi beaucoup de citations inspirantes sur les réseaux, mais c'est pas parce qu'à un moment donné, on vit quelque chose de désagréable, c'est pas parce qu'à un moment on juge, c'est pas parce qu'à un moment donné on peut aussi on a aussi le droit, soyons clairs, d'être dans une posture de super connard. Le but, c'est juste de ne pas y rester. C'est tout. Parce que c'est ça en fait. Parce qu'après vraiment, on tombe sur une personnalité de super connard. Donc l'idée, c'est vraiment de revenir dans cette justesse, dans cet équilibre qui nous fait du bien. Et avant justement d'aller sur comment cette question d'équilibre qui te passionne aussi beaucoup, Dom, on était je parlais du développement personnel. Dans le développement personnel, moi, il y a un mot que je trouve des fois qui est un peu trop utilisé et qui parfois ne peut être pas opportun en tout cas, c'est cette histoire de cadeau caché. Tu sais, quand les gens voient une autre personne être face à un deuil, face à un décès, face à un drame, ils disent: «Oui, mais derrière, il y a un cadeau caché». Moi, honnêtement, je trouve ça complètement inapproprié. Peut-être que des années plus tard, on peut voir à quel point on en a tiré une force, un apprentissage, mais personnellement, j'ai du mal à comprendre, en tout cas, peut-être que c'est un problème de sagesse, j'en sais rien, mais à parler encore de cadeaux cachés. Est-ce que tu peux nous partager un peu comme ça, en toute transparence, toi, cette histoire de cadeaux cachés? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu as envie de communiquer Alors, comme ça aux gens? au- bah, par exemple, je vais prendre l'exemple, hein, le jour où on m'a annoncé une maladie. euh, sur le coup, j'ai pas vu de cadeau caché, j'ai vu un cadeau pourri, quoi. Mais, Mmh. mais vraiment, vraiment, quoi, en me disant non, pas moi, etc. Enfin voilà, tout ça, le truc, je vis l'injustice, je crie, je pleure, enfin tout ça.
Et puis à l'époque, moi, je ne connaissais pas grand-chose au développement, enfin, je pensais ne pas connaître grand-chose au développement personnel, parce que là, je rassure tout le monde a déjà de bonnes bases en développement personnel, s'il sait s'observer, etc., un petit peu. Mais voilà, sur le coup, cadeau caché, non. Et comme tu le disais avec justesse, quelques années plus tard, aujourd'hui, je dirais, waouh, je suis vraiment content d'avoir eu cette maladie-là. Vraiment, parce que elle a fait le mec, je pense être un mec bien, elle a fait le mec bien que je suis aujourd'hui. Et peut-être que si j'avais pas eu cette maladie-là, j'aurais été le dernier des connards, quoi. Hmm. Peut-être, on ne sait pas. On ne sait pas quel chemin aurait pris ma vie. Donc, du coup, ça devient, oui, un cadeau caché. Mais demander à quelqu'un, ah, c'est cool, tiens, tu n'as plus l'usage de tes jambes là tout de suite, regarde comment toute l'énergie que tu mets pour t'en sortir, etc. Et tu vas voir à quel point c'est formidable et la force que tu vas en tirer et comment tu vas être inspirant pour les autres. Au moment où il vit ça sur Hmm. l'instant, je pense que là, le cadeau caché, il va finir par le peu d'énergie que va avoir la personne. Attends, tiens, la jambe, elle ne marche plus, je te la mets dans la tronche, quoi. Voilà. Ouais. Non, c'est ridicule. Et c'est ce que je reproche au développement personnel aujourd'hui, c'est qu'on demande aux personnes de ne pas, de pas vivre l'instant, en fait. De Hmm. dire, ah ben non, mais attends, t'es malheureux. C'est comme si tu recevais quelqu'un aujourd'hui, Geoffrey, toi, et tu lui disais, bah écoute, parfait, on a un quart d'heure et tu vas voir en un quart d'heure, ta vie va être merveilleuse. Hmm. Tout ce que tu as vécu va être merveilleux. Oh, tu as perdu ton entreprise, c'est merveilleux. Oh, ta femme t'a quitté, c'est fantastique parce que tu vas en apprendre plein de choses. La personne, elle va se dire, et puis ce mec-là, en plus, il va me demander que je le paye. Il va se Ouais. dire, non, non, ton cadeau caché, non, ça marche Hmm. pas. Alors que si tu lui dis avec honnêteté que bah, ça va peut-être prendre un peu de temps, que ça va peut-être, d'abord que ça va nécessiter un travail au sens pas d'avoir des grosses sueurs parce qu'on va avoir soulevé des pelletés de terre, etc., en se disant c'est bon, comme ça je ne pense plus à rien. Parce que c'est vrai que tout ça, ça aide à ne plus penser. Euh, mais un travail sur le fait de se dire bah, qu'est-ce que je ressens et est-ce que je me sens légitime. C'est pas ce que je suis, c'est est-ce que je me sens légitime parce qu'on est forcément légitime. Mais est-ce que je me sens légitime? Quelle est la pression que la société, mon entourage, etc., a mis sur moi qui ferait que je ne me sentirais pas justement légitime d'être en colère, d'avoir de la peine ou d'avoir de la joie. Enfin, euh, combien de fois j'entends des gens dire à des potes, etc., qui sont super contents, ah, ben, je suis content, je viens de décocher un nouveau job. Ouais, ouais, bon, enfin, bon, nouveau job, c'est le début, attends, hein. Eh ben non, il est super content, il a décroché un nouveau job. C'est ah super, et comment tu l'as eu? Qu'est-ce que tu as fait pour Hmm. l'avoir? Tiens, qu'est-ce que tu as mis en place pour l'avoir? Pour que profiter aussi de l'expérience de l'autre. Euh, et c'est ça, plutôt l'idée du cadeau caché. Il n'est jamais immédiat, le cadeau caché. Hmm. Le seul cadeau caché qui peut être immédiat, c'est quand tu gagnes à la loterie, quoi. Hmm. C'est le Ouais. seul. Donc finalement, ce que tu es en train de nous dire, et c'est ce que j'en comprends, et c'est aussi ce que moi je trouve aussi important, c'est déjà de vivre le moment, de vivre l'expérience. Tiens, quelle expérience je suis en train de vivre? Est-ce qu'en ce moment, tiens, je suis en train de vivre une expérience de tristesse? Est-ce qu'en ce moment, je suis en train de vivre une expérience de colère? Parce que pour moi, ça me semble pas normal de perdre une personne, de perdre un emploi, de ne plus savoir où je vais. Enfin bref, qu'est-ce que je vis là en ce moment? Et plus on va se connecter à ce que l'on vit, et plus justement ça va non pas se dissiper rapidement, mais en tout cas, on va se connecter à ça et ça va faire du bien. C'est-à-dire que de pleurer si on en a envie, de crier de joie si on en a envie, parce que c'est autant valable pour les émotions désagréables que celles qui sont agréables, comme tu dis. Et ça, c'est de vivre ce moment pour après savoir justement, OK, quelle force j'en tire. Mais aujourd'hui, toi, Dom, est-ce que tu as quand même le sentiment, parce qu'une situation, qu'elle était agréable ou vraiment très désagréable, elle a été. Ça, on ne peut pas revenir dessus parce que ça ne dépend pas de nous. Elle a été. Est-ce que toi, aujourd'hui, ce thème de l'amour inconditionnel et puis certainement d'autres choses, tu as le sentiment que ça vient notamment de tout ce que tu as pu vivre auparavant? Je ne sais pas si ma question est claire, mais je ne sais pas comment. Ben,
Alors, pour moi, ça vient de ce que j'ai vécu moi, mais pour une autre personne, si tu veux, c'est ce que je veux dire, et tu l'as rappelé tout à l'heure, il n'est pas nécessaire de vivre une série de drames pour Mmh. pouvoir grandir. Tu vois, une des questions que je me pose, et c'est vrai que je me la pose tous les matins, c'est le matin, le truc bête, j'ai un pichet avec de l'eau, un verre à côté. La première des choses que je fais, c'est boire un grand verre d'eau parce qu'il paraît que c'est bien. Donc, je ne sais pas si c'est bien, mais je le fais. je, 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 je sors du lit, je pose mes pieds par terre, et à partir du moment où mes pieds touchent le sol, je me pose cette question. Tiens, Dom, aujourd'hui, qu'est-ce que tu choisis? Tu vas être heureux ou malheureux? Et c'est pas une question rhétorique pour me dire, bah, évidemment que je vais choisir d'être heureux aujourd'hui. Non, parce que selon la journée, selon le moment où je vais, bah, peut-être que ça va être justement une journée souvenir pour moi, etc. Et il y a trop de gens qui se disent, bah, j'ai pas le droit de vivre ça aussi. Bah, moi, je peux choisir d'être entre guillemets malheureux, c'est-à-dire nostalgique plus que malheureux. Et pour moi, la nostalgie, c'est quelque chose d'incroyablement doux et agréable. Mais du coup, ça va être le moment où je vais m'autoriser à écouter des chansons de Céline Dion qui me font pleurer, Mmh. à regarder un truc triste avec un chien qui meurt à la télé, etc. Où je vais m'autoriser à vivre ces émotions-là parce que j'en ai besoin. Mais par contre, tu vois, si je me pose cette question-là tous les jours, c'est parce que aussi ça me permet de savoir que ce que j'ai choisi a une durée. Mmh. Le lendemain, je peux rechoisir d'être malheureux pour une deuxième journée si j'en ai envie et besoin, mais je peux aussi dire, bah, ça y est, c'est fini. C'était cool, j'ai pleuré, ça m'a fait du bien, etc. Bah, voilà, j'ai vécu ma nostalgie comme je l'ai vécu, mais aujourd'hui, je choisis d'être heureux, et du coup, je choisis d'être dans l'énergie d'être heureux. Ça ne veut pas dire que je serai aussi toute la journée, comme ça ne veut pas dire non plus que je serai malheureux toute une journée si je le choisis, mais ça veut dire que je me donne l'autorisation de vivre ce que j'ai à vivre. Et ça, pour moi, c'est la première recette de l'équilibre dont on parlait tout à l'heure. Se Mmh. donner l'autorisation de vivre ce qu'on a à vivre et peut-être même se donner l'autorisation d'en faire le choix. Parce que trop de gens autour de nous nous amènent à nous dire, bah, par exemple, toi qui as été dans la police, ben, un flic, ça pleure pas, quoi. Mmh. Jamais. Ça ne peut pas Mmh. être ému par une situation qu'il est en train de vivre, etc., parce qu'il doit vivre, il est représentant de l'ordre, de la force, et il n'a pas le droit de ça. Un médecin qui va annoncer un cancer à quelqu'un, il n'a pas le droit d'être ému, parce qu'il a... Bah non, il n'a pas le droit. Il est médecin, quoi. Enfin, arrêtons justement d'avoir tous ces uniformes, entre guillemets, Oui, c'est ça, ouais. impose. Mais même chose, un papa, ça n'a pas le droit d'être ému par Mmh. son fils. Une maman, ça n'a pas le droit d'être en colère ou de crier, etc. Parce que c'est une maman. Une maman, ça aime, c'est obligé. Quoi. Voilà. Mais non, on a le droit de vivre tout ça et il faut s'autoriser à vivre ces émotions-là pour rester dans une certaine forme d'équilibre. Waouh! C'est génial ce que tu nous partages là, c'est vraiment très, très précieux. C'est important que les gens aussi prennent en conscience ce que tu viens de dire, Dom, parce que c'est dès le matin, dès que tu te lèves, tu te connectes déjà à toi. Tu fais ce choix de qu'est-ce que je vais vivre dans ma journée, parce que c'était Carl Jung, hein, qui disait: «Tout ce à quoi tu résistes persiste». Donc si tu résistes à la tristesse, c'est-à-dire que si tu dis: «Non, non, aujourd'hui je suis pas triste», alors qu'en fait, si tu prenais ce choix de te dire: «Peut-être que je vais être triste aujourd'hui pendant 1 heure, 2 heures, pendant peut-être une journée», et bien d'ailleurs, c'est rigolo de voir à quel point parfois, heu, ça va beaucoup plus vite qu'on ne le pense parce que justement, on va en connexion à cette émotion et ça va ça va autant sur sur les émotions que aussi, tiens, aujourd'hui, j'ai envie d'être seul. Aujourd'hui, j'ai envie de vivre un moment juste pour moi. Aujourd'hui, j'ai envie de vivre un moment avec des gens. J'ai envie d'aller dans la rue, j'ai envie de parler avec des gens, de communiquer, j'ai envie de faire du sport. Et là, à partir de ce moment-là, et c'est vrai que c'est puissant ce que tu nous dis là, Dom, je te remercie vraiment parce que c'est à ce moment-là qu'on reprend la maîtrise de sa vie, on devient acteur de sa vie et on n'est pas juste: «Je me lève parce que je dois me lever, je vais vers un boulot parce que je dois y aller». J'aime bien ces 3 étapes qui disent au départ, c'est un, de quoi j'ai envie, 2, qu'est-ce que je peux faire, et 3, vers quoi je vais, qu'est-ce que je me donne comme règle, ce que je dois faire. En fait, c'est le j'ai envie, je peux, je dois. Et toi, dans ce que tu nous partages, c'est un, bah tiens, là, j'ai envie de vivre de la joie. Ok, est-ce que je peux le faire? Bien sûr, je peux le faire. Est-ce que je m'autorise à le faire? Et 3, bah, vivons là cette joie. Et inversement avec d'autres émotions, quoi.
Oui, complètement. Et c'est aussi le moment où comme tu dis, tu te connectes à toi. Et du coup, si tu es connecté à toi, tu es connecté à l'autre aussi. Hmm. Tu es forcément plus connecté à l'autre. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, mes amis savent que s'ils me posent une question, je vais leur répondre. Bon, ah oui, c'est évident, quand on te pose une question, tu réponds. Non, mais je leur dis toujours, attention, vous m'avez posé une question, je vais vous répondre ma réponse, pas forcément celle que vous avez envie d'entendre. Donc les gens, quand ils me demandent aujourd'hui, tiens, Dom, comment tu vas? Ils savent que je peux leur répondre, bah, je vais pas bien. Hmm. Et après, je ne les oblige pas à creuser, etc. Mais Hmm. pourquoi je ne m'autoriserais pas à dire aux gens, oh, aujourd'hui, c'est pas top, quoi. Voilà. Pourquoi on est obligé de répondre aux gens? Et d'ailleurs, c'est un truc que j'ai adoré dans la formation que tu proposes. C'est le moment où on se pose cette question en prenant le temps d'y répondre, Hmm. en examinant son corps, parce que là aussi, on se lève, on a une douleur. La douleur, c'est juste une information. Et souvent, on ne tient pas compte de nos informations. Tu n'imagines pas le nombre de fois où mon corps m'a donné des douleurs. Si j'avais écouté l'information, je me serais évité bien des peines. Bien, Hmm. bien des peines. Et, C'est important ce que tu viens de dire, là, Dom. Je veux vraiment mettre le doigt là-dessus. C'est si j'avais écouté l'information, ça m'aurait évité bien des peines. C'est-à-dire qu'à un moment donné, votre inconscient, vos ressentis vous donnent une information, mais si tu ne la captes pas, si tu ne l'entends pas, si tu ne la prends pas en considération, on parlait de considération tout à l'heure, hein, là, en l'occurrence, c'est la considération avec soi-même. Si tu ne la prends pas en considération, eh bien, ça, tu vas aller droit vers des peines pour le coup, parce que sinon, si tu la prends en considération, ça t'évite des peines, comme tu dis. Je trouve ça vraiment super. Parce que c'est vrai que pour la. Oui, tu voulais rajouter quelque chose? en fait, si tu veux, c'est comme je dis souvent, on ne s'autorise pas. T'as mal, bah, si t'es un mec, t'as pas mal. T'es une Mm. maman, bah, tu peux pas avoir mal parce qu'il faut t'occuper de tes enfants. Ou t'es une femme, bah, tu vois, il y avait eu il y a un truc qui me revient là spontanément. Euh, Au sein de l'association pour laquelle je travaillais, il y avait des gens qui étaient séropositifs et des gens qui étaient séronégatifs, donc des gens atteints par le VIH et d'autres qui n'étaient pas atteints par le VIH. Et un jour, on s'est amusé à discuter comme ça avec les gens. Les gens séropositifs se mettaient une pression de dingue en se disant, il faut que j'en fasse plus que le mec qui est séronégatif pour lui montrer que je suis capable d'en faire plus. Ah. Et le séronégatif se disait, ah bah, il faut que j'en fasse plus que le séropositif pour lui montrer que je suis légitime par rapport à lui qui est séropositif. Tu vois, et c'était simplement, ils ne s'étaient pas écoutés, ils ne s'étaient pas autorisés aussi à ressentir leurs informations. Et la douleur, c'est une super information. Il y a plein de gens qui se disent, j'ai pas le droit d'avoir mal. Donc, la première chose qu'on fait quand on a mal, on cherche à masquer le mal. On prend un truc qui fait un truc qui va faire que parce que c'est désagréable d'avoir mal, c'est vrai, hein, je ne dis pas qu'il faut vivre dans la douleur physique, etc. Mais d'abord, c'est en premier lieu, avant de masquer, avant de traiter, c'est écouter l'information, d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle me dit. Mais c'est incroyable comme le corps nous parle et comme les émotions nous parlent aussi, nous donnent des informations. Et on n'écoute rien. On n'écoute rien. On repart dans la vie. Bah, je vais pas, bah, il y a les enfants à emmener à l'école, il faut que j'aille au boulot, etc. Donc j'ai pas mal. Même pas mal. D'ailleurs, c'est le truc à la mode, c'est non, mais même pas mal. Et d'ailleurs, c'est intéressant pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui. C'est aujourd'hui, justement, de 0 à 10, à combien vous avez le sentiment de vous écouter? 0, pas du tout. 10, je m'écoute vraiment pleinement. Sachant que s'écouter, c'est pas non plus être un malade imaginaire. S'écouter, c'est prendre en considération de ce qui se passe pour après se dire: «Tiens, qu'est-ce que j'en fais de ça?» Tiens, là, j'ai par exemple, c'est comme un athlète qui sera en train de courir, il détecte une douleur à son genou droit, ok, qu'est-ce qu'il en fait de ça? Mais c'est pas de couper sa douleur. S'il décide après consciemment de le couper, sa douleur, ok, mais c'est qu'est-ce que je fais de cette information? Plutôt que avant de dire non, non, il n'y a pas d'information. Là, il y a une information, qu'est-ce que j'en fais? Donc, vous posez-vous cette question aussi. Aujourd'hui, quel masque que peut-être vous mettez, quel uniforme vous avez peut-être tendance aussi, même si vous n'êtes pas pompier, policier ou infirmier ou quoi que ce soit, mais quel uniforme vous avez tendance à porter et qui vous empêche, ouais, j'allais dire qui vous empêche, en tout cas, peut-être que vous ne vous autorisez pas à être la personne que vous auriez réellement envie d'être. Donc de 0 à 10, à combien vous avez le sentiment justement comme ça d'écouter ou non
ce qui se passe à l'intérieur de vous. Hem, je pense qu'on a dit on a déjà pas mal répondu à ça, mais j'avais une petite question à te poser par rapport à, donc toi, tu as quand même pas mal roulé ta bosse, j'ai envie de dire, mais quelqu'un qui vivrait, qui vit une difficulté là, aujourd'hui, qui nous écoute, qui vit une difficulté sans la comparer, sans dire: «C'est bien, c'est mal», peu importe. La personne vit aujourd'hui une difficulté. Toi qui as déjà surmonté énormément de difficultés, qu'est-ce que tu pourrais comme ça, lui dire, comme conseil? Ou on n'est pas en mode coaching, en posant des questions, dire: «Tiens, toi, par rapport à ce que tu as appris de la vie, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller?» La première question que je me pose quand je vis une difficulté, c'est: est-ce que je vais mourir? Mmh. Première question que je me pose. Si la réponse est non, je ne vais pas mourir tout de suite. Et c'est souvent non. On va pas souvent, heureusement, on n'est pas face à une mort imminente en général. Bah, si la réponse est non, c'est qu'est-ce que je peux faire? Mmh. Qu'est-ce qui dépend de moi en fait? Et puis de là, bah, je vais me concentrer là-dessus, sur ce qui dépend de moi. Tu vois, on parlait de l'épisode où j'avais perdu la vue pendant un moment, pendant presque 24 heures. La Attends, donne ça, je pense que c'est important de le contextualiser. Parce qu'en fait, pour les gens qui, c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de le dire, mais en tout cas, c'est pas un secret, au contraire, pour nous, c'est un honneur. Dom fait partie des superviseurs de l'Académie de puissance mentale, notamment, au sein de l'école francophone des coachs en préparation mentale. Donc Dom, il est superviseur, il anime des webinaires avec nous, il a vraiment un rôle important et déjà par son parcours, vous comprenez pourquoi, on l'a aussi choisi parce que c'est quelqu'un qui a de l'expérience, c'est quelqu'un qui a cette dose de sagesse qui permet vraiment d'apporter, vraiment une bienveillance, une écoute, beaucoup d'attention, auprès des membres des programmes et évidemment, il a cette expertise, parce qu'il est formé, évidemment, à la méthode puissance mentale, mais aussi en PNL, voilà, avec le beau diplôme derrière, de coaching mental, en programmation neurolinguistique, il se forme en hypnose, dans plein d'autres, domaines aussi. Donc là, à un moment donné, Dom était censé animer, avec moi un webinaire et je lui dis: «Comment ça va Dom?» Il me dit: «Bah, ça va mieux». Je dis: «Pourquoi mieux?» Il dit: «Bah, parce qu'il y a 24 heures, j'avais perdu la vue, pas la vie justement». Justement, ça répond à la première question: «Est-ce que je vais mourir?» Bah, non, parce que je respire encore et il me dit: «J'ai perdu la vue» et là, je dis: «Là, il faut que tu m'en dises plus, quoi» et parce que en plus, quand on dit perdre la vue, c'était nuit noire, c'est-à-dire que tout était coupé. C'est pas, comme quand on ferme les yeux, on voit un peu de lumière. Donc tu peux nous réexpliquer un peu, ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est comment toi tu as réagi par rapport à ça aussi? Eh ben, écoute, là encore, c'est le truc tout bête. Le matin, quand tu te réveilles, tu ouvres les yeux. Et en général, même s'il fait noir dans ta chambre, tu commences à percevoir des choses. Ben, un matin, moi, je me suis réveillé, j'ai ouvert les yeux et il faisait toujours noir. Et je Waouh. me suis dit, oh, c'est pas très bien logique, ça, cette histoire. Donc, sur le coup, panique un peu à bord quand même, parce qu'il fait noir. Et là, je me rends compte que j'habite dans un lieu terrible et terrifiant, parce que Mmh. je ne le vois pas. C'est pourtant le lieu que je connais le mieux et c'était devenu l'endroit le plus terrifiant pour moi. Donc la première des choses, c'est de me dire comment je peux faire, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais vivre. Parce Mmh. que là aussi, c'est la première question que je me suis posée, c'est de dire, bon, si ça se trouve, ça va passer. Bon, et si ça passe pas? La première des choses aussi, c'est tu te dis, comment j'organise mon quotidien? Qu'est-ce que je bah, là, il faut que je bouge de ma chambre, que je enfin voilà, moi j'ai un chien, il faut que enfin, voilà, il faut que Parce la que vie ouais, elle ouais, prenne. mesdames, là concrètement, quand ça arrive le matin, tu te lèves, il fait nuit noire. Tu penses pas tout de suite à: «Comment je vais organiser ma vie?» Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce que tu là, à ce La moment-là, là? la 1re des choses, c'est qu'est-ce qui justement, c'est regarde ce qui se passe. Hein, j'ai peur. Ouais, OK. Peux faire pour éviter la peur? Bah, là, pour le coup, je suis seul à la maison. Pour éviter la peur, c'est avoir un contact avec le monde extérieur. C'est donc chercher un moyen de contacter le monde extérieur. Et crois-moi que là, d'un seul coup, bah, en toute bonne logique, je me suis dit, bah, prends ton portable. Moi, je ne le vois pas, mon portable. Et en plus, comme un gentil intelligent, j'ai mis une belle forme géométrique pour pouvoir activer le portable. Je ne sais pas comment je vais la déclencher, tout ça. Enfin, voilà, c'est juste ces aspects très, très logiques. Mais la première des choses, c'est de me dire, j'ai peur. Qu'est-ce que je peux faire pour lutter contre ma peur? Avoir un contact avec le monde extérieur.
pour pouvoir faire en sorte que ça aille. Et finalement, quand le contact a pu se nouer, ben, là, je me suis dit, bah, maintenant, voilà, c'est bon, j'ai plus, enfin, c'est bon, j'ai plus de raison d'avoir peur. Maintenant, j'ai des raisons d'être inquiet, ce qui n'est pas la même chose que la peur. La première chose, c'est je suis seul, enfin, je suis dans le noir, je ne vois plus. Euh, Qu'est-ce que je fais, quoi? J'ai peur. La deuxième des choses, c'est une fois que tu as établi le contact, c'est bah, la peur, c'est bon, merci. Merci de l'information, la peur. Maintenant, je prends l'information de l'inquiétude. Qu'est-ce que je peux faire euh, pour entendre cette information? Tu vois, à chaque fois, c'est de se dire et de vivre l'information. Mmh. Ce ne sont que des informations et des informations utiles. Ma peur, elle m'a permis de me dire, il faut que j'ai un contact avec le monde extérieur. Il faut absolument que j'ai un contact avec le Mmh. monde extérieur pour éviter plein de choses. Mmh. Euh, la peur, elle te dit préserve-toi. L'inquiétude te dit cherche la source de ce qui t'arrive. Mmh. Essaie de comprendre. Et essaie de comprendre si ça va durer, ça va pas durer, etc. Enfin voilà. Remets de la et j'aime pas ce mot-là, mais remets de la rationalité dans ce que tu vis, c'est-à-dire te laisse pas submerger par l'émotion, c'est terrible, je vais être aveugle pour le restant de mes jours. Peut-être que j'aurais pu rester aveugle pour le restant de mes jours, mais c'est un autre moment. On n'en est pas encore dans ce moment-là. Et ça ne sert à rien de se focaliser sur ce qui peut arriver de pire dans le futur. Mmh. Toi, si tu meurs pas, c'est pas grave. Mmh. C'est intéressant parce que sur tout ce que tu nous partages là, finalement, c'est un peu un résumé de ce qu'on a déjà vu. C'est la connexion, c'est s'observer, la connexion à soi, ensuite la connexion avec le monde extérieur et surtout, je me focalise sur ce qui dépend de moi parce que tout ce qui dépend pas de moi, de toute façon, c'est perdre de l'énergie, pour rien et c'est je vis ce que je dois vivre en ce moment. Donc tout ça déjà par rapport à ça, rien qu'avec ça là, pour ceux qui nous écoutent là maintenant, avec la galère que vous vivez peut-être en ce moment, peut-être, les galères que vous vivrez demain ou celles que vous avez vécues. Demandez-vous, voilà, comment je peux me connecter à moi là? Je m'observe, tiens, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que j'ai à ressentir? Qu'est-ce que la vie me demande aussi d'expérimenter, de ressentir en ce moment? 2, comment je peux me connecter avec les autres? Et surtout, OK, vivre le moment présent parce qu'il y a que ça qui est vrai et le futur, on n'en sait rien, il n'est pas encore là et hem et on est toujours dans ce moment présent. Donc excellent. Bah, vraiment, ouais. Toi, quand tu dis se connecter avec les autres aussi, bah, c'est accepter que l'autre est utile dans ce moment-là. C'est aussi, il faut arrêter de jouer les kékés, quoi. J'aurais pu jouer le kéké Mmh. en disant, je vais me lever, je vais tout faire, attends, bouge pas, je vais prendre la voiture, je vais faire un truc. Voilà, j'aurais pu me mettre là-dedans, mais de me dire, bah non, là, j'accepte le fait d'être dépendant d'une personne qui va sans doute venir, un pompier, un médecin, enfin ce que j'aurais pu contacter, d'accepter ça et de se dire que, OK, ça me va, mon ego, là encore, n'a pas besoin d'être là. On n'est pas obligé d'être des super-héros, des super-woman. On n'est pas obligé. Personne ne nous le demande. La Mmh. seule personne qui peut nous le demander, c'est nous-mêmes. Et ce serait, alors, bravo hein, pour ceux qui sont des super-héroïnes et des super-héros, magnifique, mais qui vous l'a demandé et pourquoi? Mmh. Pourquoi? Alors que on est dans une société quand même merveilleuse, on a la chance de vivre dans un pays en paix, avec des médecins, avec des gens formidables autour de nous, et c'est pas se faire déshonneur que de se dire on va confier aussi une partie de notre vie à quelqu'un d'autre à un Mmh. moment donné. C'est pas perdre le contrôle, c'est au contraire avoir beaucoup de contrôle. Mmh. Essayer de remettre beaucoup de conscience dans ce que l'on vit et dans ce que l'on fait, dans ce que l'on s'autorise aussi, à être et à faire. Je vois que l'heure tourne, c'est passionnant vraiment Dom, un grand merci pour tout ce que tu nous partages. J'ai encore quelques petites questions à te poser. Donc toi, tu communiques beaucoup sur, l'accompagnement, avec, cet amour inconditionnel et c'est vrai que, en toute transparence, hein, je me rends compte que finalement, je pense que ça, c'est une des clés, du bien-être, une des clés du bonheur, une des clés voilà, du moment présent. C'est cet amour inconditionnel qu'on peut déjà se donner à soi et aussi aux autres. Tu parles aussi beaucoup d'équilibre. L'équilibre justement, hein, on a vu, tu as vécu des phases difficiles dans ta vie, tu en as vécu aussi des très joyeuses. Il y a toujours cette notion d'équilibre.
Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, Dom, comme ça, l'équilibre? Comment tu l'utilises? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Dans ton Bah, l'équilibre, j'allais dire, c'est là encore une question d'autorisation. mmh, C'est-à-dire que les gens se disent: ah, je dois être équilibré dans tout, je dois équilibrer tout, je dois équilibrer ma vie pro, ma vie perso, etc. Et pour moi, la recette de l'équilibre, c'est justement peut-être de se dire que dans ma zone d'équilibre aujourd'hui, c'est une zone d'équilibre, j'ai besoin de mettre le focus sur ma vie pro. Et c'est OK. Du coup, je sais qu'aussi à un moment donné, pour retrouver cet équilibre, parce que la balance, elle va être un peu comme ça, je vais être obligé, non, mais je vais avoir envie et besoin de mettre un petit peu plus de focus sur la vie perso. Et en fait, euh, l'équilibre parfait n'existe pas. mmh, Et ceux qui disent, moi j'ai la recette pour que vous soyez complètement équilibré, etc., c'est super, je les écoute, hein, il n'y a pas de souci. Peut-être qu'un jour, quelqu'un trouvera cette recette et dans ce cas-là, c'est une personne qui va devenir extrêmement riche ou en tout cas extrêmement connue et célèbre. Moi, je pense plutôt qu'on est dans une zone d'équilibre. Tu vois, on parle aussi dans l'académie de zone de maîtrise. Ben, mmh, c'est un peu ça c'est un peu en parlant de ça que ça m'a inspiré d'équilibre. C'est que l'équilibre, c'est savoir qu'à un moment donné, on doit rester dans une zone. Pas forcément mettre les plateaux comme ça tout le temps, mais c'est qu'à un moment donné, on a le droit de faire ça, etc. Mais ce que on n'a surtout pas le droit, c'est de faire ça, quoi, de faire disparaître un des plateaux. C'est qu'à un moment donné, c'est se dire, je mets le focus sur ma vie pro, ok. Du coup, comment je mets en place des choses quand même pour vivre quelque chose de perso? mmh. Je mets le focus sur ma vie perso, ok, mais comment je fais aussi en sorte de pas de pas gommer totalement ma vie pro. Pour moi, c'est une zone de l'équilibre. C'est une zone plutôt qu'une recherche d'un équilibre parfait. Et du coup, c'est aussi trouver des petites recettes qui nous permettent de rester dans ces zones-là. Ah, j'adore ce que tu partages. Ça me fait beaucoup penser à un funambule sur son fil là, qui à un moment donné, il va pas un peu vers la gauche, bah, du coup, il rééquilibre un peu vers la droite. C'est: «Tiens, je suis un peu trop aujourd'hui, je suis un peu trop dans le pro. Allez, je rééquilibre un petit peu ce soir en étant plus dans le perso, en coupant les réseaux et puis en étant pleinement avec ma famille. Ah, je suis un peu trop avec ma famille, je mets un peu de mon job trop de côté. C'est pas bon non plus, donc je rééquilibre» et cetera. Ouais, c'est effectivement ça, ouais. Et l'équilibre, c'est aussi éviter le parasitage, en fait. Parce que tu vois, Mmh. quelqu'un qui se dit ah, je dois mettre le focus sur ma vie pro. Ah, il y a ma vie perso, je culpabilise. Ah, ben, je dois mettre le focus sur ma vie pro. Il y a ma vie perso, je culpabilise. Et tu vois, alors que de se dire c'est OK, je dois mettre le focus sur ma vie pro, je mets le focus sur ma vie pro. Et comme tu dis, ce soir, peut-être que je vais couper les réseaux, plus de téléphone, peut-être éteindre la télé et avoir une vraie conversation avec ma famille ou simplement prendre du temps pour moi, prendre le livre que j'ai envie de lire, regarder l'émission que j'ai envie de regarder. C'est ça aussi, c'est pas éviter les parasites ou enfin, la culpabilité non nécessaire en fait. La culpabilité, encore une fois, c'est une information. Si la culpabilité, elle arrive, c'est que c'est le moment qu'il faut remettre un petit peu de choses, de focus ailleurs. Excellent. Tu parlais de l'équilibre et nous, comme on le voyait dans l'académie, on parle beaucoup de zone de maîtrise, hein. C'est vraiment un des fondements, c'est-à-dire comment justement, quand ça oscille vers des zones critiques qui sont soit hautes, soit basses, parce qu'en haute, on est plus dans la colère, dans l'énervement, basse, on est plutôt dans de la résignation et finalement dans ces deux zones qui sont, critiques hautes ou basses, on n'a pas forcément des comportements, des émotions, en tout cas qui soient adaptés juste en tout cas par rapport à la situation qu'on vit. Donc, tu faisais un parallèle par rapport à ce fondement de la méthode puissance mentale. Donc toi, tu as été formé évidemment à la méthode puissance mentale, hem, donc qui est une méthode de préparation mentale, hein, c'est aussi l'objet de ce podcast-là. Toi, aujourd'hui, dans ton quotidien, alors j'allais quand même pas te demander, est-ce que tu utilises la préparation mentale? Parce que je connais absolument la réponse, mais comment tu l'utilises toi, Dom? Déjà tu l'utilises dans les accompagnements que tu proposes évidemment, mais toi, en tant que personne, en tant qu'homme, en tant que voilà, comment tu Ouais, comment tu consommes en fait, ce que tu proposes aussi aux autres? Ben, si tu veux, aujourd'hui, d'abord d'une, j'ai compris que justement la zone
de maîtrise, la zone d'équilibre, c'était quelque chose de fondamental. Et du coup, en plus, moi, je suis un hyper émotif. Donc, je peux très, très vite être soit en zone critique haute, soit en zone critique basse. Et du coup, aujourd'hui, d'abord, j'ai redécouvert les fondements de la respiration, les, les fondements aussi euh, du temps. Tu sais, on parle de distorsion du temps et finalement, c'est d'essayer de en faire en sorte qu'il soit le moins distordu possible. Mm. C'est-à-dire que, bah oui, moi, comment je l'utilise, c'est prends le temps nécessaire pour vivre l'instant. Mm. Il n'y a, rien de plus important que l'instant que tu es en train de vivre, en fait. Et du coup, c'est aussi me dire euh, qu'est-ce que je veux donner, qu'est-ce que je veux me donner, qu'est-ce que je veux me donner, comment je me prépare à ce que je veux donner. Parce que, voilà, des fois, tu sais, tu as ton meilleur pote, etc., qui est de passage et qui te dit, allez, on se fait une soirée. Et tu dis, bah oui, mais tu n'as pas envie de dire oui, en fait. Du coup, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là pour trouver justement l'énergie pour pouvoir partager quelque chose et enfin l'énergie de pouvoir lui dire ce sera peut-être pas aussi intense que ce que tu veux, mais c'est ce que je suis en capacité de te donner. Et ben, Mm. ça aussi, ça se prépare. Donc, comment je l'utilise? C'est respiration, méditation, observation, euh, non-jugement, puis de toute façon, se dire que je suis digne d'amour. Là aussi, ça paraît évident. Enfin, moi, je suis admiratif des gens qui s'aiment spontanément. Moi, j'ai passé ma vie à me détester, mais vraiment, hein, ça m'a poussé à des tentatives de suicide, etc., à tel point que je me détestais, mais même jusqu'à masquer mes miroirs. Il y a eu une époque de ma vie où je mettais un linge sur mes miroirs pour ne pas me voir tellement mon image me dégoûtait, euh, Mm. alors que j'avais aucune raison. Et aujourd'hui, c'est aussi me dire, ben, je ne suis pas parfait et c'est tant mieux. Je suis Mm. parfaitement imparfait. Et ça, c'est parfait. Excellent. Bah, merci beaucoup en tout cas pour tout ce que tu nous as partagé, Dom. Vraiment, beaucoup de sagesse, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'observation en tout cas et d'apprentissage par rapport à toutes ces expériences que la vie t'a amené en tout cas. Euh, Aujourd'hui, si on souhaite, en savoir un peu plus sur toi, donc parce que, au-delà de toutes les expériences que tu as pu vivre et de la conscience que tu as mis sur ce que tu as vécu, tu t'es formé aussi dans de nombreuses méthodes. Aujourd'hui, nous, tu interviens évidemment, comme acteur principal au sein de l'école francophone des coachs en préparation mentale, hein, qui est une section de l'académie de puissance mentale. Hem Qu'est-ce que tu organises? Où est-ce qu'on peut te trouver? Bref, ton actualité, même si les gens qui écoutent ce podcast-là, peut-être l'écoutent, 2 ans après son enregistrement. Mais, Alors, ouais, où est-ce merci qu'on peut te de trouver? me donner l'opportunité de parler de mon Avec actualité. plaisir. Alors, tu le sais, j'ai créé mon entreprise et tu vois, même au moment où j'ai créé mon entreprise, c'est toujours le truc, tu te dis, comment elle va s'appeler mon entreprise? Alors, Mmh. j'ai choisi un anglicisme puisque mon entreprise s'appelle A Life Learning, ce qui veut dire en français un enseignement de vie. Parce que pour Mmh. moi, ça me paraissait évident par rapport à ce que j'avais traversé, je tire mon expérience bien sûr de mes formations, mais aussi de l'enseignement que la vie m'a donné l'opportunité d'apprendre. Donc, j'ai une entreprise qui s'appelle Life Learning avec un site internet, lifelearning.fr. L'acronyme de cette société, donc c'est A2L, All, en anglais, ça veut dire tout. Life Learning, un enseignement de vie, c'est tout pour moi. Mmh. Voilà. En actualité, j'organise des stages de base programmation neurolinguistique Mmh. régulièrement. Donc voilà, n'hésitez pas à vous tenir au courant. Je suis un peu sur les réseaux. J'ai aussi appris à me détacher un peu de ça, de la Mmh. pression, de se dire, parce que comme toi, je voulais mettre une citation inspirante, etc. Mais seulement, comme je m'autorise aussi des fois à me dire, ouais, mais j'ai pas envie d'être inspirant aujourd'hui. J'ai envie de leur dire, bon, aujourd'hui, c'est pas la meilleure journée du monde. Donc voilà, je suis un peu sur les réseaux, sur Instagram, toujours avec le Life Learning. Voilà, donc Donc tous les gens qui veulent te retrouver, Dominique Descharles, A Life Learning, voilà, A2L, sur LinkedIn aussi tu es? LinkedIn, voilà, Instagram, Facebook et Facebook. puis,
Et puis Et de toute façon, on va mettre aussi, tes coordonnées, enfin, dans le post, comme ça les gens pourront aussi, te retrouver, facilement. avec plaisir, en tout cas. Et puis voilà, toutes les questions sont les bienvenues. Toutes les insultes sont les bienvenues. Parce que c'est ça aussi l'équilibre. On reçoit autant de choses agréables comme désagréables. En tout cas, merci beaucoup Dom pour le moment qu'on a passé ensemble, vraiment en toute simplicité, en toute humilité. Hem et puis, comme ça, je vais te laisser un peu le mot de la fin. Hem, Qu'est-ce que tu voudrais partager comme ça? Si tu avais un mot à dire qui pourrait partir comme ça dans l'univers? Ben, le seul mot que j'ai à dire, c'est à la fin de ce podcast, peut-être que vous avez éprouvé des choses, peut-être que vous avez éprouvé des choses désagréables, peut-être que vous avez éprouvé des choses agréables, peut-être que mon discours vous a dérangé ou mon discours vous a inspiré aussi. Cherchez à savoir pourquoi ça vous a dérangé ou pourquoi ça vous a inspiré, parce que c'est ça le plus important. Ce n'est pas le discours que j'ai tenu, c'est ce que vous ressentez par rapport à ça et ce que vous allez en faire après. Donc, un podcast, c'est bien. Écouter un podcast pour écouter un podcast, c'est cool, mais je pense qu'il y a des choses, il y a des chanteurs, des trucs voilà, qui peuvent être bien. Si vous l'écoutez pour l'écouter, c'est un bel instant de vie, mais est-ce que ça ne serait pas un instant perdu? Si vous l'écoutez pour vous observer, alors là, c'est un instant gagné. Excellent. Encore un moment d'apprentissage finalement. Merci beaucoup Dom. Je te dis, à bientôt. Merci à tous pour, votre écoute et on se retrouve sur un autre épisode la semaine prochaine. Bye tout le monde.